quel était leur rôle? Parce que leur rôle, il est là clair. On poursuit. Parce que, comme je le dis souvent, hein, lorsque le diable a attaqué Jésus, il a attaqué sur la base de la Bible. Et Jésus l'a répondu sur la base de la Bible. Donc, quel était le rôle de la transition? Mais je réponds à cette question parce que les gens de la transition ont dit. Maintenant, est-ce qu'ils ont respecté eux-mêmes leur transition? On va lire et vous tous, chacun pourra se faire son idée. Ensuite, nous sommes là. La préservation de l'intégrité territoriale et la sécurité des personnes et leurs biens. Ensuite, l'engagement des réformes majeures sur le plan politique, économique, culturel, administratif et électoral. Ensuite, nous avons le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. Ensuite, nous avons la promotion de la protection des droits de l'homme et la liberté publique et des libertés publiques. Ensuite, nous avons l'instauration d'une culture de bonne gouvernance, de citoyenneté, de citoyenneté responsable. Nous avons ensuite l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. Nous avons ensuite l'organisation d'élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. Voilà les missions. Voilà les missions de la transition. Est-ce que ces missions ont été réalisées, respectées? Je pense que nous tous, nous avons la réponse. Nous avons l'institution judiciaire, nous avons la justice qui est en panne. Nous avons la justice qui est en grève depuis des mois. Nous avons la justice qui est sortie pour dire que voilà, nous sommes fatigués de la mainmise du pouvoir sur nous. Nous sommes fatigués de ce que le pouvoir, voilà, les choses devaient changer. Échec. Nous avons la protection des droits de l'homme et des citoyennetés, des droits de l'homme et des libertés publiques. Les droits de l'homme sont-ils respectés au Gabon? Nous avons vu des Gabonais qui ont été assassinés tout simplement pour avoir violé le couvre-feu. Nous avons des Gabonais qui ont été torturés, mutilés aux armes blanches, aux couteaux, aux tessons de bouteilles, au rasoir, au bic, pour avoir violé le couvre-feu. Nous avons des Gabonais qui ont été kidnappés, torturés au B2 pour X ou Y raison. Où est le respect des droits de l'homme? Nous avons un frère africain du Cameroun, Ramon Kota, pour ne pas citer son nom, qui a été kidnappé, extradé en violation des lois gabonaises et extradé en violation, ah oui, désolé les mots, désolé, qui a été extradé, kidnappé, extradé et renvoyé au Cameroun où il a été sauvagement torturé en violation des lois gabonaises. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà votre charte. Nous avons l'élaboration d'une nouvelle constitution. Mais cette nouvelle constitution a été élaborée sur la base de quoi? A été élaborée sur la base d'un dialogue national dont on nous dit qu'il a été inclusif et dont c'était l'émanation du peuple. Qui peut me dire aujourd'hui comment les commissions, comment toutes les commissions au dialogue national ont été formées? Qui peut nous le dire? Parce qu'en 1991, au cours de la conférence nationale, c'est chaque parti politique qui choisissait ses membres qui sont allés se battre pour le peuple gabonais. C'était comme ça en 1991. Bon, là, sous le général Oligui, comment ça s'est passé? Parce que moi, je ne peux parler que pour moi. C'est Oligui qui a souhaité, on s'est rencontrés, et qui m'a mis au dialogue. Mais pour les 700 autres participants, comment ça s'est passé? Je sais également que beaucoup, c'est Aurélien en personne qui les a choisis. Maintenant, expliquez-nous. Si dès le départ, vous choisissez des personnes qui vous sont favorables pour ce que vous voulez faire, est-ce la transparence dont vous parlez? Est-ce la bonne gouvernance dont vous parlez? On parle de l'indépendance de la justice. La justice est incapable d'enquêter et de mettre en prison les indélicats, ceux qui détournent des fonds. Où est l'indépendance dans tout ça? Donc, vous voyez que ce n'est pas moi qui invente, hein. C'est là les missions de la transition.
Dites-moi à quel moment il y avait emprunté de l'argent pour acheter des avions, pour créer des ONG pour les femmes, changer les lois pour qu'Oligui puisse se marier. Dites-moi à quel moment c'est écrit. Parce que moi, je réponds aux gens de la transition sur la base de ce qu'ils ont écrit. Si dès le début, ils avaient dit que notre transition, ça serait de pallier en urgence aux besoins des Gabonais, à savoir des routes, j'aurais fermé ma bouche. Mais ils ne l'ont pas dit. Donc aujourd'hui, qu'on nous reproche, qu'on nous dise que oui, vous ne pouvez pas demander au CTRI de construire des routes, mais ce sont eux-mêmes qui se sont lancés dans des projets qui, comme tu l'as dit, Nancy, ce sont des projets qui sont propres à des gouvernements élus qui ont 5, 6, 7 ans de mandature. Donc, eux qui sont arrivés pour 2 ans, qu'est-ce qui leur donne la force, le pouvoir? Qu'est-ce qui leur a donné la responsabilité d'engager le Gabon dans ce genre de dépenses? Qu'est-ce qui leur a donné la possibilité d'endetter le Gabon comme ils sont en train de le faire? Voilà les réalités. Voilà pourquoi je vous dis que souvent vous avez des gens qui préfèrent passer leur temps à vous dénigrer parce qu'ils ne peuvent pas avoir un langage, ils ne peuvent pas avoir, comme nous sommes en train de faire, des échanges sur la base d'écrits. J'aurais aimé que là, Boonpings vienne m'expliquer, lui qui a été victime des violations de droits de l'homme. J'aurais aimé qu'il vienne me dire, parce que moi j'ai sorti tous les articles qui démontraient que le Gabon a violé les droits concernant Ramon Kota, comment le droit gabonais a été violé, comment le droit... Et parce que voilà. VIO, excusez-moi pour les mots, j'ai sorti les termes juridiques qui montrent comment tous ces droits ont été bafoués. Donc j'aurais aimé avoir une discussion en disant, bon, Boonpings, voilà ce que la loi gabonaise disait, voilà ce qui s'est passé pour le cas de Ramon Kota, voilà ce que vous, dans la transition, vous avez dit. Pareil pour notre compatriote qui a été torturé, violemment torturé au B2 au point d'être assassiné. Qu'est-ce que dit le droit gabonais? Si c'était encore une fois, on aurait dit, OK, c'est quelque chose d'isolé. Mais tout au long de cette transition, c'est ce qui se passe. Le dernier en date, ça a été Novelas Overmax pour le simple fait d'avoir montré que l'hôpital national général, le premier hôpital du pays, n'avait pas de courant. Il a été emprisonné. Bernard, on peut citer Lionel Roquewa, on peut citer Exactement. les jeunes Gabonais qui ont subi ça depuis l'avènement du CTRI au pouvoir. Exactement. Donc voilà, Nancy, c'est une très bonne question que tu as posée. D'ailleurs, ça va même me permettre, moi, de faire des publications, de rappeler ça aux Gabonais. Voilà les points que ces gens ont dit qu'ils devaient restaurer. La justice, on fait une croix. On fait une croix. La restauration des institutions, on fait une croix. L'élaboration de l'organisation d'élections démocratiques libres, transparentes, on peut faire une croix. Donc, là maintenant, à la lecture des missions de la transition, je te repose la question, selon toi, qu'est-ce qui a été réalisé et respecté par le CTRI? Je te repose la question, Nancy, à la lecture de leur propre texte. Oui, Bernard, on peut bien voir que, on peut bien lire et comprendre que beaucoup de choses n'ont pas été respectées. On ne peut pas parler aujourd'hui avec tout ce qu'on observe l'état de droit. On ne peut pas parler de restauration, même de dignité, puisque on voit bien les Gabonais qui ont été humiliés, parce que lorsqu'on rase des pères de famille, ça n'implique même pas la dignité, ça entrave la dignité de l'individu. Donc, je suis tout à fait d'accord sur ce fait-là. Même si la transition, elle est inclusive, et on peut d'ailleurs voir que le fait pour moi que le CTRI a énoncé des choses, parce qu'il faut dire que la charte telle qu'elle est construite, elle permet de reconstruire d'abord les mentalités gabonaises. Hein? C'est la raison pour laquelle je crois que le premier article, le premier chapitre s'appuie sur les valeurs.
Mais malheureusement, moi, je le dis clairement que sur ce point, on peut le dire, c'est un échec. Sur ce point, c'est un échec. Et c'est ce qu'on demande parfois, c'est que même si on veut évoluer, il faut reconnaître ce qui a marché de ce qui n'a pas marché. Moi, je reproche ceci au CTRI. Je reproche au CTRI le fait de s'être un peu égaré sur l'essentiel. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas, pendant une période de transition, mener des projets qui doivent se faire dans le cadre d'une magistrature, d'un mandat électoral. Par exemple, la question des routes. Je comprends que les routes en béton ont été faites dans l'optique de soulager les Gabonais parce qu'on peut voir que le plus souvent, ce sont des ruelles. Mais à côté de ça, on devait revenir à l'essentiel, notamment sur les missions que s'est fixé le CTRI. Mais non, on tend vers... La question aujourd'hui, c'est oui. J'ai écouté le président de la République parler aux enseignants, aux universitaires. Il a clairement dit, il a reconnu dans son discours que ils n'ont pas pu tout faire. Ils n'ont pas pu répondre à leurs objectifs. Totalement répondre aux objectifs. Ils ont fait quelques réalisations, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, je me dis, si on veut une élection que le président sollicite, il se porte candidat à cette élection-là, il va présenter il va présenter un projet de société, et à partir de ce projet de société-là, les Gabonais qui souhaiteront lui donner sa voix attendront à ce qu'il réalise concrètement tous ces aspects, parce que le CTRI, on ne vote pas, à ce moment, on ne votera pas le CTRI. Femme politique, une question rapide. Une question rapide, excusez-moi. Du coup, vu qu'on y va et qu'on va maintenant aller apprécier les projets de société, à quoi donc aura servi la transition? Parce que quand ils sont venus, ils ont dit la transition et la restauration des institutions, qui est leur maître mot, restaurer les institutions, donc réparer les institutions. La raison pour laquelle ils ont pris le pouvoir, c'était de tout mettre à plat. Mais si, lorsqu'on regarde le bilan par rapport à ce qu'ils ont avancé, la raison même pour laquelle ils ont fait la transition, c'est totalement un zéro pointé, en tout cas une mauvaise note bien appliquée. Bon, à quoi ça aurait servi en fait? Mais on a quand même vu que le CTRI s'est donné un chronogramme qu'ils ont essayé de respecter. On va pas quand même ne pas reconnaître cela, qu'ils ont établi un processus, ils ont respecté. Le processus, c'était d'aboutir à l'ordre constitutionnel. Non, et on est en train de rentrer petit à petit vers non, attendez. l'ordre constitutionnel. La question, elle est circonscrite. Le CTRI prend le pouvoir par les moyens que nous connaissons. Ils arrivent, communiqué numéro 001, on a dû mettre fin au régime en place parce qu'il y avait des incohérences et tout, et pour ne pas verser dans la forfaiture et éviter une effusion de sang. Maintenant, nous sommes là, c'est pour restaurer, ils disent bien comité de transition, donc d'un passage d'un État à un autre, pour la restauration des institutions, donc la réparation des institutions. Nous avons lu les objectifs de la transition. Donc, d'après eux, le fonctionnement normal de l'État ne pouvait pas continuer dans l'état dans lequel il était. Donc, eux, ils ont pris le chantier, enfin, ils ont pris le chemin en route. Ils ont dit, le chantier que nous sommes en train de construire là, les fondations sont lacunaires, il y a des trous. On arrête d'abord les travaux pour combler les trous. Mais on se rend compte que les trous des fondations là, qui devaient combler, si permettez-moi de prendre l'image pour qu'on puisse bien se comprendre, les trous des fondations n'ont pas été comblés. Parce que c'est ce que nous faisons en lisant leurs objectifs et tout, on se rend compte que, les trous finalement qu'ils ont pointé du doigt, ce qui a suscité l'arrêt du chantier, finalement les trous sont toujours là. Et le pire même, c'est qu'il y a même encore des trous qui se sont ajoutés et on décide de continuer la construction de la maison. À quoi donc aurait servi la transition à ce moment-là? C'est pour cela que je pose la question, si on s'est compris. À quoi ça a donc servi qu'ils viennent interrompre et repartir sur même des bases qui sont même pires que celles pour lesquelles ils sont venus enfin, ils ont pris le pouvoir de force. À quoi ça aurait servi?
Non, on peut pas dire que sur des bases qui sont pires. On peut pas dire que non plus il n'y a pas des choses qui n'ont pas été faites qui vont dans le sens quand même d'améliorer l'existence des Gabonais. Le CTRI, déjà dès la prise de pouvoir, j'aime pas me mettre dans la posture de celles qui défendent un camp parce que je ne suis pas pro CTRI. Je suis vraiment pas pro CTRI. Mais j'essaye quand même de faire un équilibre. De me dire c'est vrai. Moi, j'ai toujours dénoncé, personnellement, j'ai toujours dénoncé les failles du CTRI. Disons qu'on a beaucoup d'attentes par rapport aux missions qui ont été citées. On peut se rendre compte que parmi ces missions-là, beaucoup n'ont pas été respectées. Ou encore, si je prends seulement le processus qui mène par rapport au protocole que eux-mêmes se sont établis, on peut bien voir que ça a été respecté dans la forme, pas totalement dans le fond. Je prends l'exemple du dialogue national. Bernard, il a fait état de toutes les incongruités qu'il y a eu pendant le dialogue. Et moi-même, je suis montée dans les panels défendre cela parce que on était dans la même commission et dans la même sous-commission, commission et sous-commission. Et on était parmi ceux-là qui effectivement se battaient pour que les propositions faites soient respectées. Et on a pu voir que il y a eu une constituante qui devait se faire. Ça a été fait, sauf que elle n'a pas été constituée dans les normes, par exemple. Oui. C'est le problème, vous savez, en réalité, c'est le problème quand c'est la faille du caractère inclusif de cette constitution-là, de cette transition. Parce que je pense que si le CTRI serait arrivé et puis aurait pris le pouvoir sans intégrer toutes les forces vives de la nation comme on a vu, je vous assure que peut-être qu'il devait se fixer sur les objectifs menés par le départ. Mais le fait que cette transition a été marquée par une forte présence du pouvoir déchu et aussi d'une opposition, on va dire, qui a pour ADN ce même pouvoir déchu, on peut se rendre compte que les mêmes pratiques se sont poursuivies même pendant la transition. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, j'espère que le président de la République, puisqu'il est candidat, il va tirer le son de tout ce qui a été fait et toutes les maladresses qu'il y a eu pendant cette transition-là. Parce que à un moment donné, oui, je vous écoute, monsieur Mona. La question que j'ai envie de vous poser, la question que je posais derrière celle que je vous ai posée, la véritable question, c'est que, est-ce que en l'état actuel des choses, si on suit la logique du CTR, et nous sommes tous conscients, présents, et nous connaissons un peu les raisons pour lesquelles ils sont arrivés, est-ce que dans l'état actuel des choses, nous en sommes déjà à aller vers une élection entre griffes avec beaucoup de guillemets, de signes de ponctuation, libre, démocratique et transparente. Alors qu'ils ont dit, je rappelle encore, je donne toujours cette image-là. Nous sommes dans un chantier de construction d'une maison dans laquelle nous allons tous habiter. Et dans ce chantier-là, il y a les maçons, il y a les électriciens, les plombiers, tout ce que vous voulez, les stafistes, les charpentiers et tout ça. Et il y a la sécurité, donc les gardiens du chantier, qui sont les militaires. Durant la construction de la maison, les militaires, donc les gardiens qui n'ont pas on va dire les compétences des maçons, arrivent quand même à se dire, mais les fondations là, il y a des trous, mais si les trous là continuent comme ça, quand on va construire la maison risque de s'effondrer, mais comme nous tous là, nous faisons partie de ça, nous allons tous y habiter, moi je veux pas que la maison s'effondre sur moi, donc je décide de stopper les travaux, parce que apparemment vous les maçons, vous ne voyez pas, je pointe du doigt là où vous avez manqué de mettre les briques là. Moi je veux qu'on puisse mettre les briques là, à ces endroits là que moi j'ai remarqué, parce qu'il manque les briques, et ce sont des fondations, on ne blague pas avec les fondations.
Donc, on répare, en fait, on restaure. C'est ça, restaurer, réparer. Donc, c'est remettre en état de fonctionnement normal quelque chose qui existait déjà, mais qui dysfonctionne. Donc, on doit combler les trous. Donc, ils ont demandé aux maçons d'arrêter. Eux-mêmes, ils ont même pris certains maçons pour pouvoir rendre les briques dans les trous. Mais la raison pour laquelle ils ont décidé d'arrêter les travaux, c'est le manque de briques, non? Quand on fait maintenant le bilan du stop, là, ils ont dit, bon, oui, ça va nous prendre 2 heures. En 2 heures de temps, ils ne se sont même pas concentrés sur mettre les briques sur les endroits où il y avait des trous, là. Ils ont dit, bon, en tout cas, moi, je respecte mon temps. J'ai dit, je devais faire ça en 2 heures de temps. Bon, 2 heures, 1h45. Bon, c'est bon, j'ai terminé. Bon, quand on regarde le bilan, on va faire le tour le tour du terrain, le tour des fondations. On se rend compte que, ah, mais il y a toujours les trous dans les endroits là. Finalement, là où ils ont eux-mêmes pointé du doigt, il n'y a aucune brique qui a été mise là. Et puis subitement, à 1h45 plus tard, ils disent, c'est bon, on peut continuer à construire la maison. C'est ce qui se passe actuellement avec le CTRI. Ils sont venus. On a interrompu le fonctionnement entre griffes normales de l'État en prenant le pouvoir de force. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des incohérences. Pourquoi? Parce que la Constitution est biaisée. Pourquoi? Pas d'état de droit, pas de machin, etc. On l'a lu tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de stopper et de se mettre au pouvoir. Monsieur, on Maintenant, a une question. Est-ce qu'il y avait un oui. fonctionnement normal de l'État? Là, Est-ce enfin, que- là, est-ce qu'il y avait un fonctionnement normal de l'État avant l'arrivée du CTI? je vais vous dire, ce que j'entends par fonctionnement normal de l'État, c'est élection présidentielle, même si elle est, c'est-à-dire il y a une élection présidentielle, il y a quelqu'un qui a présenté un machin, c'est ce que j'appelle fonctionnement normal de l'État. Mais ne voyez pas fonctionnement normal voilà, on sait tous que ça n'a jamais été normal, toutes les élections ont été volées. Mais c'est pour ça que j'ai dit entre griffes. Donc eux, quand ils arrivent pour faire le coup d'État, on se rend bien compte que eux, quand ils parlent, ils disent état d'exception. Donc ça voudrait dire qu'il y avait un état de fonctionnement normal et eux qui font l'exception du fonctionnement de l'état qui était déjà de vigueur. C'est de ça dont il s'agit. Donc ils ont stoppé, entre griffes, le fonctionnement normal de l'État, donc un gouvernement avec comment on appelle ça, un chemin un plan de route, je dis ça comme un programme et des accomplissements qu'on pouvait justement juger. Mais ils disent non, on arrête tout ça pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et de plus sain. Mais quand ils ont arrêté et qu'ils disent c'est bon, on a terminé le travail qu'on devait faire, on regarde, mais finalement, rien n'a été fait. Monsieur Awan. Monsieur Awan. Au moins, oui, Dinzona. Oui, je Ok, vous écoute. c'est quoi? Au Walla quoi? Au moins, Bon, oui, si tu Dinzona. veux. Ok. Bon, excuse-moi, parce que depuis là, on est en train de tourner en rond. D'accord? Parce que tu es en train de faire une synthèse, une genèse, ainsi de suite. Moi, j'ai une question à vous poser, à vous deux. Certes, tu auras la réponse, mais la femme politique, peut-être ne l'aura pas. Femme politique, quel est réellement le besoin des Gabonais? Tiens, est-ce qu'on peut d'abord parler, s'il vous plaît? Il y a Bah, des allez-y. comptes en Oui, 2 bonsoir, heures. bonsoir. Oui, Bonsoir bonsoir. à tous. Merci beaucoup Bonsoir. encore, Grand Christian. Félicitations encore pour tout ce que tu fais. Je pense que nos panels vont convaincre les conabilistes à nous rejoindre. Je pense qu'ils vont arriver au fur et à mesure. Nous faisons un grand travail de conscience et c'est déjà bien. Je ne sais pas si le 30 août a accouché des nouveaux Gabonais. Je ne sais pas. Parce qu'on entend souvent certaines personnes, tu as l'impression que le 30 août a accouché des nouveaux Gabonais. Les gens qui ont géré sur Ali Bongo, ce sont les mêmes gens qui sont sur Oligui. La même armée qui était sur Ali Bongo, c'est la même armée qui est sur Oligui. Donc, je ne sais pas quel coup d'État on a fait. On fait un coup d'État, on dit un coup d'État sans infusion. Sans infusion de sang. Vous avez vu où, dans quel pays on fait un coup d'État, toute l'armée est unanime. Mascarade totale. Qu'à cela ne tienne, je vais parler sur 2 aspects. Les BTP, je vais revenir brièvement, et la question de la dignité des Gabonais. Donc, pour eux, dignité de Gabonais,
Je prends un exemple, hein, je n'aime pas Ali Bongo. J'ai toujours pas aimé Ali Bongo, mais il faut être clair. Sous Ali Bongo, la boîte de tomates coûtait 150 francs. Sous Oligui, tu as des endroits où la boîte de tomates coûte 200, 250 francs. Ça, c'est restaurer la dignité des Gabonais pendant que le panier de l'aménageur n'augmente pas. Ça reste pareil. Voici la dignité des Gabonais. Pourquoi la vie chère au Gabon? Ça, j'ai expliqué sur beaucoup de panels, j'ai été invité un peu partout et parlé de... C'est des éléments entretenus dans ce pays. Et Malone, Oui, Malone, en fait, ça, c'était une question que j'ai posée à la femme politique. voilà. En fait, tu es en train de répondre à la question que je lui ai posée. Je vais lui donner les détails. Franck, je lui donnerai les détails. La parafiscalité est entretenue dans ce pays. Je prends un exemple. Les pays d'Afrique centrale ont la même centrale d'achat en Asie. On va au Cameroun. En fait, on prend un sac de riz qui va être débarqué au Cameroun et au Gabon. Le sac de riz au Cameroun, il coûte 1500. Au Gabon, il coûte 3500. Alors qu'on a la même centrale d'achat. La parafiscalité. Et c'est ça, vous dites que la dignité des Gabonais, et vous dites que non, vous avez des gens qui soutiennent que la cherté des pays, c'est la cherté, c'est partout dans le monde. Mais non, c'est faux. C'est pas partout dans le monde. Vous avez vu la parafiscalité dans la loi des finances? Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste et qu'on regarde les choses en face et qu'on soit réel. Le CTRI a engagé des milliards d'argent. On a vu, et ici Bernard nous prouver l'argent qui sort du trésor de l'État. Car quand il fait de cet argent, rien du tout. C'est de la poudre aux yeux, c'est juste en fait de l'enfumage, de nous embrouiller et de faire savoir qu'ils font quelque chose alors qu'en réalité, ils n'ont rien fait, ils ne font rien du tout. On prend la fonction publique avec une masse salariale de 800 milliards. La majorité des fonctionnaires sont en catégorie B2, B1, avec des salaires de 150 000, 250 000. Vous pensez qu'avec le nombre de fonctionnaires qu'on a, on peut avoir une masse salariale de 800 milliards? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Attention. Moi, je peux t'expliquer quelque chose. Hein. Oui, vas-y. Hein? Sauf que l'enjeu t'irai non pas discrétion, mais moi, je te cache pas que y a des fonctionnaires qui travaillent aussi au privé. Tu vois un peu? Non, quand ils sont détachés, ils ont juste des primes. Hein. Ils sont pas détachés. Ils sont pas détachés. Ah, mais non, ils sont pas comptabilisés dedans. Si j'aime bien dire, les gars, ils perçoivent bien leur salaire. Mais la loi ne te permet pas de percevoir leur salaire. Mais mon ami, je te dis que c'est pour te faire comprendre que non, c'est compliqué. Ça existe. Voilà. Donc, je peux te dire, en fait, c'est parce que par discrétion, je peux pas dénoncer les noms. Voilà. Donc, mais moi, je connais, j'en ai vu. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Ils ont dit qu'ils viennent faire mieux que le pouvoir déchu. Qui est le pouvoir déchu? Qui est constitué le pouvoir déchu? Ce sont eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes le pouvoir déchu. C'est eux-mêmes le pouvoir déchu. Ils ont attaqué qui? Personne. C'est juste la tête. Je me rappelle. Je me rappelle il y a quelques mois, on a parlé de combien de, à peu près de 300 000 fonctionnaires fantômes. Oh, mais ça, c'est l'enfumage. Ils embrouillent les Gabonais. On n'a jamais eu l'audit, en fait, sur la masse salariale, en fait, dans la fonction publique. Alors, on en est où? Jamais. Ils vont pas te dire. Donc, ils ne le diront jamais. Ils ne le diront jamais. Voilà. Il y a une chose qui est claire dans ce pays. Je parlais même de quoi? Il y a une chose qui est claire dans ce pays. La cherté de la vie. La cherté de la vie est entretenue dans ce pays. C'est fait à dessein pour maintenir les Gabonais dans, en fait, une captivité. Dans la précarité. Qui n'a pas de nom, la précarité. De telle sorte que les gars ne se détournent pas de la politique. Quand ils arrivent avec les 500, les 5000, les gens courent. Mais regardez combien de fois c'est aberrant. Vous voyez, les gens sont au stade en ce moment. Ils sont en train d'aller s'inscrire. Ils sont en train de faire ceci. Mais mon Dieu. La main tendue dont parlait Oligui, c'est ça? La main tendue doit toujours être en bas. Même le coq est dépassé. Mon Dieu, même le coq est dépassé, je te dis, il est en train de me faire le bruit ici, là. Ouais, en fait, ton coq, là, on va l'attraper, on va le manger. Non, mais après le 12, je vais le briser. Non, ça, c'est un bouillon pour le dimanche, pour le week-end. Pour les attraper, apparemment, c'est un costaud, c'est un gros mâle. Oui, ça, c'est le gros mâle. Il y a deux. Là, c'est un des gros mâles. Ok, bon, c'était juste pour mettre un peu l'ambiance, oui. Voilà, donc là, c'est aberrant. Le BTP, le 23 décembre, je pense le 23 décembre 2023, le papa a dit les marchés de moins de 150 millions seront remis aux entreprises de BTP gabonaises.
Les entreprises ont eu à faire des démarches. Ils ont ouvert des documents à gauche, à droite, ministère de Commerce pour s'inscrire à gauche, à droite. Je vous assure que les entreprises qui bénéficient de ça, ce sont les entreprises qui ont été créées par eux-mêmes. Je prends un exemple, je fais un tour dans la ville économique. Il y a 5 grands chantiers en ce moment où la réfection des écoles sont faites. Toutes les entreprises viennent déjà de Libreville. À quel moment tu vas réduire le chômage au niveau de la ville économique? 2, ils viennent avec leurs employés. Et ça, c'est normal sur le CTRI. Et ces entreprises-là, comment ont-ils fait pour avoir ces marchés? Vous allez fouiller, c'est des amis, c'est des coquins et des coquines. Vous allez à l'intérieur, vous avez les CTRiens qui sont à l'intérieur. Regardez seulement, objectivement, les gens qu'ils ont nommés au gouvernement. Vous pensez qu'on va avoir quel résultat de manière objective? Bon, il faut c'est la corruption. Voilà. Donc, en un mot, la dame qui parlait enfin, je peux comprendre la dame, mais il y a tellement de choses dans ce pays. En termes de dignité, le Gabonais devient même 2 fois plus mendiant qu'avant. Ça devient difficile pour avoir même quelque chose à un moment donné. Tu te poses la question que est-ce qu'on avance ou on recule? Et quand on voit des choses fractales, on voit des choses en fait palpables comme ça, non, on ne doit pas parler. On est jaloux du CTRI, on ne veut pas que le CTRI avance, on ne veut pas ceci. Un autre exemple, 39 milliards pour l'Assemblée nationale, le Sénat et comment on appelle ça, la présidence de la République. 1419 agents à la présidence de la République. Que font ces gens-là? Avec une masse salariale de 6,2 milliards. Que font ces agents? C'est quoi le délire? L'Assemblée nationale, ils ont 439 agents avec une masse salariale de 7,5 milliards. C'est quoi ce délire? Le Sénat, 6,1 milliards avec 245 personnes. À un moment donné, on se pose la question. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que je vais m'arrêter un peu par là. Si quelqu'un peut continuer, parce que sinon, les médicaments de l'AVC, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est juste, en fait, le résumé, quoi. Le résumé du CTRI qui est venu nous embrouiller et qui est venu nous foutre la poudre aux yeux. Et vous pensez que comme ça, les gens vont voter ces gens-là. Mais non, on a commencé avec le non, on ira avec le non jusqu'à la fin. Merci. Et encore même, excuse-moi, comme tu as bien dit, la majeure partie qui sont à l'Assemblée nationale, ils étaient comment? Des activistes aussi, non? Voilà, oui. Hein? Aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent encore? Oh, Seigneur Jésus. Je suis Didi, comme on dit chez nous, je suis Didi. J'ai eu un débat avec un des grands frères qui... Je voudrais revenir sur quelques aspects. Maman, femme politique. Okani. Femme polique. S'il te plaît, excuse-moi. Vas-y. Sinon, je vais dormir parce que Vas-y, ok. Voilà. En ce moment, je suis sur le terrain, donc c'est un peu chaud pour moi. Moi, je suis pas dans vos présidentielles là. Moi, je suis dans l'avenir, c'est-à-dire ce qui est plus important, les législatives. Voilà, je voulais revenir sur quelques aspects qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Surtout concernant la vie chère. Parce que, effectivement, pour répondre à la question que tu as posée, les Gabonais ne veulent que ces modalités-là, notamment que le panier de la ménagère soit apaisé et accessible. Les questions de l'eau, de l'électricité, pour améliorer le bien-être et le mieux vivre des Gabonais. C'est-à-dire des éléments fondamentaux. Sinon, comme nous sommes encore à la première étape même de la pyramide de Maslow, ce sont ces éléments-là que le Gabonais veut, la réduction du chômage. Et je veux prendre, il y a des choses qui font en sorte que, à mon sens, je pense que pendant cette période de transition, il était difficile, au-delà des aspects qui ont été évoqués, pour réduire le panier de la ménagère. C'est vrai que la fiscalité est très élevée, même la parafiscalité. Il faut le dire, la parafiscalité est un problème au Gabon. Encore. C'est vrai aussi que, là je ne parle que pour les questions des prix extrêmement élevés au Gabon. Mais comment on peut en réalité régler ce problème quand on est un pays où on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que où plus de 60% des produits que nous consommons est importé. C'est aussi mais ça. On réduit les coûts de douane. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que même si
on règle le problème de la fiscalité. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. Le gouvernement peut aussi, comment on appelle, le gouvernement peut aussi financer certains produits. On a vu par exemple que à chaque fois, si vous constatez, à chaque fois que on essaie de revoir la mercuriale dans ce pays-là, depuis Souali, ça ne dure que d'un temps. Ça ne dure que d'un temps. Non, si c'est normal. Ils sont entretenus. Qui crée la spéculation? Je me rappelle, j'étais au Gabon encore que au cours de mes nombreux déplacements à l'intérieur du pays, j'ai fait une enquête sur Olam et sur les plantations d'huile. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que Olam, qui avait eu la majeure partie, qui avait eu les marchés gabonais, qui avait racheté l'entreprise qui a remplacé Agro Gabon, là, c'était laquelle encore? Siat. Siat. Les termes du Siat, c'était Siat. Gabon. Oui, ça, c'est bon. Les termes du Siat. contrat avec Olam et le Gabon, c'était quoi? C'était que le Gabon puisse bénéficier de l'expertise d'Olam en matière de production d'huile de palme et de produits dérivés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Olam a bénéficié d'exonérations douanières. Olam a bénéficié de largesse des acquisitions énormes foncières, donc du foncier, pour pouvoir développer ses plantations. Une fois les plantations d'Olam arrivées à maturité et entrées en production, qu'est-ce qu'Olam a fait? Plus de la moitié de la production de l'huile de palme et des produits dérivés sortait du Gabon, soit vers l'Occident, soit vers le Cameroun, notamment l'huile de palme rouge. Et ça provoquait une énorme spéculation, ça provoquait le fait qu'il y avait des pénuries entretenues par Olam. Cameroun et Guinée. Voilà. Donc il y a une spéculation qui a fait en sorte que l'huile de palme qui coûtait à l'époque 700, 800 et autres a atteint des prix énormes au Gabon. Les mêmes également qui sont dans la grande distribution et qui très souvent ne sont pas des locaux, ne sont pas des Gabonais, connaissant tout ce qui se passait à Olam, faisaient des stocks dans tout le pays, entretenaient cette spéculation. Tu vois? Donc le problème encore, il revient à ça. Oui, il faudrait que nous atteignions notre autosuffisance alimentaire. Mais comment allons-nous entretenir notre autosuffisance alimentaire si tout est flou? Regardez là encore Socio qui nous appartient ou qui nous appartenait. Socio ou Sucaf. C'est la même chose. Combien coûte aujourd'hui le prix du sucre, du paquet de sucre? Très cher. Hein? Pourtant, ils n'ont pas de concurrent. Ça coûte cher. Ils n'ont pas de concurrent dans le pays depuis leur création. Même les œufs coûtent cher. Tout coûte cher maintenant. Donc, c'est toujours ça. Quand vous avez des gens qui sont des hommes politiques, mais qui sont aussi les mêmes propriétaires de ces groupes qui ont l'exclusivité concernant certaines denrées, mais ce n'est pas possible qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas possible. Quand vous avez des groupes comme la SMAG qui avaient l'exclusivité d'entrée de certaines denrées, aujourd'hui on apprend que la SMAG a été vendue à un Ivoirien. Mais pourquoi? Pourquoi l'État gabonais ne pouvait pas racheter la SMAG, par exemple, pour permettre de réduire le coût de certaines denrées, pour permettre de favoriser le développement comment dire, la vente vu qu'ils avaient la vente exclusive des denrées pour les bovins, les ovins, etc. Donc vous voyez, à un moment donné, c'est fatigant. Nous sommes toujours dans les mêmes politiques opaques où rien n'est sûr, rien n'est vu, et c'est le peuple qui casque et à qui on demande de faire des efforts, de supporter. Non, c'est pas possible. Commençons d'abord par mettre en place une véritable justice. Et d'abord, le projet Bernard, je veux même rajouter, la péréquation au Gabon nous coûte 300 milliards par an. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas réinjecter ces 300 milliards dans des vrais projets au Gabon? 300 milliards, c'est entretenu. Regardez, nous avons la Sogara. On peut nous dire, oh, la Sogara, voilà. Mais la Sogara fonctionne. La Sogara raffine. Même si
Oui. Bernard, excuse-moi, quand tu parles de la Sogara, ça me fait mal. Tu sais pourquoi? Parce que ici, lorsque nous faisons les enrobés, on appelle également le goudron, Mais c'est ça, d'accord? c'est les déchets. Ce sont les déchets. Voilà. Non, c'est pas les déchets. En fait, nous, on l'achète en Afrique du Sud. Non, C'est ce goudron-là. ce que je veux Mais dire. imaginez-vous que non, c'est le même goudron que Sogara-là produit qu'a fait la Guinée équatoriale. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que dans la chaîne de distillation du pétrole, parce que Sogara, en fait, les raffineries, c'est quoi? Ils ne font que distiller du pétrole brut. Tout en bas de la chaîne, les résidus, après toute la distillation du pétrole, les résidus que vous avez, c'est ça là que nous, on appelle le goudron, le bitume. Ouais, le bitume. Donc, comment vous pouvez concevoir qu'une route se construit avec ce bitume, avec du gravier, du granit qu'on concasse, et avec du sable, C'est avec ça, on mélange à température, c'est ça qui nous sert de bitume. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le Gabon est obligé d'importer du pétrole ou même du bitume d'Afrique du Sud? Expliquez-nous ça. Tanko Tank. L'économique du Gabon est qui est port gentil. Expliquez-nous ça. Donc, à quoi ça sert la Sogara? Arrêtez la Sogara, à quoi ça sert? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais dont on veut nous faire croire par des couleuvres que voilà, la Sogara ne fonctionne pas. Mais pourtant, c'est la Sogara, comme vient de le dire Hicham, qui a construit, par exemple, là, à côté de la Guinée équatoriale. Comment vous expliquez ça? Donc, voilà pourquoi je dis, la réalité, c'est que cette transition est fausse. Si Oligui, dès le départ, avait pris ses responsabilités et avait décidé véritablement de rompre avec les pratiques anciennes, aujourd'hui, nous ne serions pas là à critiquer. Mais il a décidé, au contraire, de faire avec ceux qui ont détruit le pays. Donc, moi, je veux bien savoir quelles sont ces personnes-là qu'il a dit qu'ils ont détruit le pays, qui sont en dehors du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'ils travaillent exactement avec tous ceux qui travaillaient avec Omar et avec Ali. Donc, quelles sont alors ces personnes qui ont détruit le pays, que nous ne connaissons pas, ou que nous allons découvrir après le 12 avril? Bernard, c'est juste de l'enfumage, en fait. C'est de Tout à fait. l'enfumage. Parce Tout à fait. il est dans le système depuis. C'est un pédégiste. Ce sont eux qui sont dans le système depuis longtemps. Donc, il ne viendra pas nous dire que les gens remettent toujours la faute sur les autres. Qui sont ces autres? Bernard, vous allez choisir de voter, par exemple, Guillet Bizet, qui lui aussi était dans ce système-là, Non, tu sais, moi, appuyé par le mépris des populations. non, moi, tu sais, hein, moi, ma position, je l'ai donnée. Je l'ai dit que je ne me sens pas concerné par ces pays. Bassé, Pour moi, le choix qu'Oligui a fait, c'était le choix qu'il donne aux Gabonais, c'est voter la branche politique l'une des branches politiques du PDG, donc Monsieur Iloko, Monsieur Alain-Claude Billier-Binzé, ou alors voter la branche militaire du PDG qui est le CTRI. C'est tout. J'aurais compris même encore à la limite qu'il y ait Monsieur Jean-Rémy Yama. Là, nous aurions mis les organes. Mais actuellement, on nous demande de choisir entre la peste, le choléra, l'hépatite B et le sida. Mais je préfère ne pas tomber malade, je préfère ne pas m'infecter. Voilà mon Bulletin choix. blanc. Bulletin blanc. Voilà, limite, je mettrais même bulletin blanc. Donc pour moi, le véritable combat, Bulletin blanc, c'est tout. il est dans travailler avec les Gabonais pour qu'il y ait une véritable transition plus tard. Voilà moi mon combat. Parce que même vous qui vous préparez pour les législatives, vous allez faire quoi? C'est Oligui qui va diriger. Vous, à l'Assemblée nationale, vous ne ferez rien du tout, vous n'allez rien diriger. C'est lui qui va diriger et il pourra vous démettre quand vous voulez. Donc, personnellement pour moi, vu qu'Oligui a tout fait pour se présenter tout seul à cette élection, si ça ne tenait qu'à moi, au contraire, s'il y a une action qu'on mènerait, ça serait de dire à tous ces pseudo-candidats, de dire, bon, écoutez, comme tout est déjà balisé pour qu'Oligui passe, retirez-vous afin qu'Oligui soit le seul candidat à cette élection et qu'il soit élu à 100%. Voilà moi ma position. Je ne vais pas participer à ce simulacre d'élection, à cette parodie d'élection. Je ne me sens, mais alors là, pas du tout concerné par cette élection. C'est ma position, hein, mais je ne l'impose à personne. voilà où était la question que je posais tout à l'heure à Femme Politique après avoir expliqué. C'est que est-ce que nous en sommes là
au point où on doit décider comment les choses sont en train de se passer. Nous en sommes à aller voter quelqu'un. En tout cas, avec ce qu'il a fait, c'est Non, mais l'illusion de choix qu'il nous donne, l'illusion de choix. oui, mais en fait, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que la constitution actuelle, c'est-à-dire celle qui a été votée, elle est claire. Qui a Vraiment, été elle est claire. fabriqué sur mesure, tu veux dire. Elle a été quand même votée. Que l'on ait voté oui ou non, parce qu'elle a été fabriquée, c'est celle-là qui a été adoptée. Nancy, excuse-moi de te couper, après tu vas poursuivre. Est-ce que toi et moi avons les preuves que cette constitution a été votée par le peuple gabonais? Parce que de la même manière, Oligui nous a dit que l'élection de 2023 a été volée. Est-ce qu'il nous a donné les preuves matérielles et concrètes qui nous montrent que cette élection a été volée? Donc, de la même manière, vu qu'il ne nous a pas fait la démonstration de ce vol, moi, je peux prétendre aussi que cette élection du référendum nous a été volée. Aussi simple que Mais ça. quand même, Bernard, on est allé à une élection, les gens ont voté, hein, de Mais en façon... 2023 aussi. En 2023, est-ce qu'on n'est pas allé On a eu des résultats de ce référendum-là. Non, je dis en 2023. Nous sommes aussi allés aux élections, non? Nous avons voté. Olivier il nous a dit que cette élection nous a été volée. Mais il ne nous a pas démontré, il ne nous a pas montré comment cette élection a été volée. Donc voilà pourquoi je dis, nous sommes allés là en 2024 à ce fameux référendum. Moi aussi, je peux dire qu'Oligui nous a volé. Tu as le droit de le penser. Mais n'empêche qu'on a une constitution et cette constitution, elle responsabilise le président élu. Elle responsabilise le président élu comme étant le seul à répondre, hein, de l'échec ou du développement de la société face au peuple, parce que c'est un homme qui s'engage face au peuple. Ce n'est pas le CTRI, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas quoi. C'est l'individu, lui, qui s'engage. Ça veut dire que... Voilà, c'est ça la question. Si demain, Oligui, ok, il est élu par je ne sais trop quelle magie, ok, demain, il va mettre 7000 milliards qui vont tomber dans l'eau, ok, il est responsable, mais qu'est-ce que ça changera? Oligui va nous rembourser, par exemple, l'échec de sa politique future. Il va nous rembourser les milliards qui auront été jetés dans l'eau, mais dont les Gabonais rembourseront. Ça ne changera rien du tout. Ali Bongo a eu 40 000 milliards. Des échecs, des meurtres. Il est où aujourd'hui? Il jouit tranquillement de sa liberté chez lui. Donc, même si Oligui a fait dire ce truc-là dans la Constitution, mais c'était déjà le cas avant, pourquoi aujourd'hui nous disons que l'échec du Gabon, c'était Omar Bongo, c'est Ali Bongo, parce que c'était eux qui étaient à la tête. Donc, nous n'avons pas besoin que la Constitution le dise nommément pour savoir que celui qui était chef du gouvernement ou chef de la magistrature suprême, chef des armées, président de la République, nous n'avons pas besoin qu'on inscrive ces nouveaux mots dans la Constitution pour adresser la responsabilité de l'échec à ces gens. Pour moi, c'est un faux semblant, en fait. C'est un faux semblant. Mais pourquoi nous disons qu'Ali Bongo est responsable de l'échec de la politique principale? Est-ce que nous avons eu besoin d'attendre une quelconque constitution taillée sur mesure qui dit que oui, c'est lui qui répond, etc. Non. Tu vois, non, moi je suis pragmatique. Ça, c'est les trucs souvent des bureaucrates qui veulent nous dire, ah, voici, voici. Mais non, mais nous n'avons pas attendu cette constitution. Ali Bongo, il a eu plus de 40 000 milliards. Vous avez écouté ce que je vous ai dit, monsieur Nkea. Quand je leur ai posé la question devant tous les ministres, devant le FMI, ils ont dit quoi? Qu'ils ne savent pas où est passée cette dette. Et ils sont aujourd'hui, ils sont tranquillement. Non, ce sont pas eux qui gouvernent aujourd'hui avec Oligui. Mais si à l'époque ils disaient qu'ils ne savaient pas où sont passés les 40 000 milliards, mais demain ils vont nous redire la même chose. Mais qui rembourse ces dettes-là? C'est nous. C'est nous. C'est nous. À travers les surtaxes au niveau de la SEG, à travers les impôts, à travers ceci, c'est nous qui remboursons ça. C'est nous. C'est pas eux. Tu vois, Nancy, c'est ça en fait. Moi, c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Les politiques, vous avez de beaux mots, etc. Mais la réalité est tout autre.
Oui, en fait, j'ai l'impression que ceux qui parlent politique politicienne, excusez-moi, je suis pas en train d'invectiver quelqu'un, en fait, marchent comme avec des œillères. C'est-à-dire que ils ont dissocié le terrain, la réalité pragmatique, empirique, d'avec la théorie. C'est-à-dire que on est en train de parler d'un pays qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas correctement, comme si, je sais pas, c'est comme si c'était un pays normal et tout et tout. Euh, on a des problèmes au niveau de l'argent, parce que le nerf de la guerre chez nous, c'est l'argent, avec des détournements, des gens qui ont détourné, et dont on a fait une certaine publicité en disant ceux qui ont détourné de l'argent seront confondus et soit ils vont terminer les travaux ou ils vont utiliser l'argent qu'ils ont eu à prendre pour pouvoir construire ou je sais pas, en tout cas faire arriver cet argent à la fin qui lui est destiné, ou ils vont aller en prison. Quand je regarde un peu les chiffres que tu nous montres souvent là, tu vois des 500 millions, des 2 milliards, 3 milliards, 500, je sais pas, 10 milliards, 17 milliards, et tout, mais la liste elle est longue. On voit bien qu'il y a un problème, on a une hémorragie au niveau de l'argent du pays, qui est justement utilisé n'importe comment par des personnes et c'est pas leur fin. Mais comment est-ce qu'on veut parler d'autosuffisance alimentaire et de fonctionnement normal d'un État? Notre État est malade. C'est comme si vous étiez en train de nous dire que si je prends le pays comme une image pour qu'on puisse se comprendre, c'est nous avons un marathon à courir. Nous avons la jambe ou la cheville cassée. Mais nous évertuons quand même de courir, alors que là, notre réalité, c'est d'abord d'arranger la cheville, faire en sorte que la cheville soit fonctionnelle pour que nous puissions courir le marathon. Mais quand on entend un peu, oui, nous sommes légalistes, oui, on doit faire les choses de machin, etc., c'est comme si on essayait de courir le marathon avec une jambe cassée, hémorragie ouverte, ou je sais pas. Notre pays ne fonctionne pas normalement. On a des grosses, enfin, il y a de l'argent qui est décaissé journellement, mensuellement, je sais pas, en tout cas à quel rythme ils font ça. Mais c'est ce problème-là d'abord qu'il faut régler, arrêter l'hémorragie, et à partir de là, on peut maintenant parler d'une construction logique du pays. Oui, on va utiliser l'argent qu'on va aller mettre dans Justement, des infrastructures et tout ça. voilà, justement, tu sais, moi, je suis pour qu'on sorte très vite de cette transition. Moi, je vous le dis clairement. Parce que le- pendant cette transition, on n'a pas une clarté sur la gestion même de ce pays. D'un coup, on ne sait pas ce qui se fait entre la gestion du CTRI d'une part et la gestion gouvernementale. On a une loi de finances à plus de 4 000 milliards. On a par exemple, je vous prends un exemple. Lorsque le président de la République avait fait la tournée, il a attribué 7 milliards par province. On peut bien se poser, nous sommes en droit de nous poser la question d'où sortait cet argent. On pourrait bien se poser la question de savoir pourquoi il y a une loi de finances qui a été votée quand on sait que une loi de finances, elle est construite autour des politiques publiques qui peuvent être engagées pour l'ensemble du territoire. Pourquoi donner un budget spécifique encore à chaque province? Entre Une l'action politique. du gouvernement et l'action du CTRI. Pour moi, en fait, il y a une incongruité. Je n'arrive pas à bien cerner les politiques qui sont menées à ce niveau. Et on sait aussi que pendant un coup d'État, qu'on le veuille ou pas, reste un coup d'État. Qu'on puisse l'habiller, coup de libération, tout ce qu'on peut dire, un coup d'État reste un coup d'État avec les conséquences sur le plan international. Donc pour moi, il est nécessaire de très vite sortir de cette transition-là pour qu'on ait une visibilité déjà sur la gestion du pays. C'est-à-dire qu'on a le président tel que la Constitution définit la magistrature. C'est-à-dire qu'on a le président qui est responsable face au peuple, hein, et on a, comment on appelle, des politiques publiques qui sont clairement engagées par rapport à la gestion du pays. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, oui, c'est le CTRI qui fait.
est-ce que ça a été pris en compte, par exemple, ces actions-là, même les marchés qui ont été donnés, est-ce que ça a été pris en compte par le CTRI? Parce qu'en t'entendant parler, moi, je vois que tu ne t'inscris pas dans cette évolution qui mène dans le retour à l'ordre constitutionnel. Mais parce que Alors c'est une illusion, Mais maman. il faut Politique, qu'on rentre c'est une dans... illusion. C'est une Femme illusion. politique. Excuse-moi, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que regarde comment les choses sont. Est-ce que tu penses que telles que les choses sont faites, nous sommes en train de sortir de, entre griffes, la transition? Parce que les acteurs qui sont là, c'est un chemin qui est bien tracé, comme un piège au village. On met à gauche, à droite, on cloisonne, on met les filets pour que la proie arrive exactement là où on veut qu'elle arrive. Regarde ce qui est fait. Regarde ce qui est mis en place. Et regarde l'illusion de choix qu'on nous donne, c'est Alain-Claude Bilibinze ou Oligui Nguema. Les autres là, je ne vois pas la majorité. Mais je rappelle quand même qu'il y a Jean-Rémy Yama, sauf si je n'ai pas bien suivi l'actualité récente. Il y a Jean-Rémy Yama qui a déposé une requête et qui a complété son dossier. Femme politique, s'il te plaît. En fait, gérer un État, c'est pas être un amateur. On n'a pas besoin des amateurs au sommet de l'État. Tu t'imagines qu'ils ont, selon ce qu'ils ont dit, donné 7 milliards, ça fait 63 milliards. 63 milliards. J'ai applaudi quand ils ont mis la mission de contrôle, ils ont eu à mettre la mission de contrôle. Nous nous sommes rendus compte apparemment qu'ils n'ont pas donné de l'argent aux gens. Je te prends un exemple. Ils ont donné l'argent dans le web Windows 7 milliards. Ils disent, le gouverneur va dire que c'est pas à moi qu'on a donné l'argent, c'est au PNUD. Tu vois déjà, en fait, au sommet de l'État, c'est du banditisme organisé. Mais... Dans certaines provinces, c'est de l'argent qui avait déjà décaissé, dont certaines entreprises avaient déjà mangé. Ils ont seulement juste continué les travaux. Tu vois, on vient nous enfumer avec une histoire qui n'a ni queue ni tête. Il y a des endroits où ils ont dit, aucun travaux n'a commencé ici, il n'y a pas de financement. On veut nous faire croire que 63 milliards est sorti pour les travaux à travers le pays. Arrêtons. On ne vient pas et on va jouer aux amateurs. Malone, justement, on parle de transparence. 7 milliards donnés à des... Je ne sais pas si ça a été directement là, vous avez été clair, vous avez dit que ça n'a pas directement été remis. Moi, je parle même de la mission de contrôle. Cette mission de contrôle ne devait pas exister à quelques mois des élections. C'est-à-dire que lorsque la mission de contrôle devait être permanente, on ne confie pas des marchés et puis on abandonne ces marchés-là. On attend mener une mission de contrôle. À une semaine de l'élection, vous venez nous faire croire qu'on contrôle les travaux. C'est-à-dire qu'il devait avoir une mission de contrôle permanente. C'est-à-dire qu'il devait avoir, je sais pas, il devait mettre en place un dispositif qui permettait d'assurer le contrôle, le suivi de ces travaux-là. Donc, tu vois que sur 2 ans, ils sont incapables. Suivi de quels travaux? 7 ans, ça va être catastrophique. Travaux virtuels, travaux qui n'existent pas. Sur de quels travaux? Mais il y a bien des entreprises à qui ont été confiés ces travaux. Quelle entreprise? Qui ça? Les entreprises qui n'existent pas. Tu vas justement. Les entreprises japonaises, parce que même le CTRI aujourd'hui, mais sur quelle base ils font les missions de contrôle? Nancy, si tu permets. Les missions de contrôle se font. Nancy, si tu permets. Tu vois justement, c'est ça qu'on reproche. Le CTRI a dit qu'il devait ramener la transparence dans la gestion des choses. La transparence aurait voulu que, comme à l'époque, tu te rappelles, dans les années 2000, 80, 90, lorsque tu avais la bourse, il y avait une liste des élèves boursiers. Cette liste était affichée aux bourses et stages. Cette liste était affichée, par exemple, dans les établissements. Et chacun pouvait venir voir, pouvait constater le nom, si son nom était, ou le nom d'X ou Y personnes. C'était des listes qui étaient faites par ordre alphabétique. Les mêmes listes étaient numérisées et mises sur le site des bourses et stages. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement, le CTRI, de mettre la liste de toutes les entreprises? Les sociétés adjudicataires, oui, effectivement, les travaux, oui. Les marchés, les sociétés adjudicataires des travaux dans tout le pays en nous disant, voilà, par liste alphabétique,
Et par domaine de compétences, voilà les entreprises qui ont eu des marchés, voilà les marchés qui sont exécutés, voilà les lieux, voilà les délais, voilà le financement. Qu'est-ce qui empêche? C'est ça la bonne gouvernance. Mais par Mais contre, Bernard, moi je suis d'accord avec toi sur ce point. ils étaient très forts pour mettre la liste des sociétés qui devaient la tax force. Hein. voilà. Ah, ça, pour Donc, ces si services ne le aussi. font pas, Nancy, comprends que c'est parce que, comme par le passé, beaucoup de ces entreprises, non seulement ont des marchés frauduleusement, beaucoup de ces entreprises les appartiennent, sont leur propriété. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, un peu comme là tout à l'heure, tu dis, ah, mais quels sont les autres? Non, c'est entretenu volontairement. Qu'on ne vienne pas faire semblant de dire après 3, 4, 5, 6 mois que non, on a donné de l'argent, on n'a rien vu. Mais c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'ils sont même encore plus négligents que les précédents. Puisqu'au même moment, ce sont les mêmes qui disent que tout le pays est en chantier. Et pour venir 8 mois après nous dire que non, le pays n'est pas en chantier. Mais de qui se moque-t-on? On ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc si déjà en transition, tout ce que vous dites que vous venez faire en transition, c'est un échec, mais c'est pas quand vous aurez 5, 6 ans, 7 ans de pouvoir que ça sera une réussite. Non, c'est pas possible. Et Femme Politique disait que elle, son problème, c'est que on doit s'inscrire dans la sortie de la transition pour pouvoir aller dans un fonctionnement qui permettrait justement de régler les problèmes. Moi, ce que je martèle encore une fois, c'est que ce n'est qu'une illusion, exactement comme les élections où ils sont en train de nous mettre en place une illusion de choix. Donc, dire que oui, on doit tout faire pour sortir de la transition et puis aller aux élections et puis avoir un fonctionnement normal, c'est une illusion parce que nous serons toujours dans un état de transition avec les gens de la transition. La preuve, le chef de la transition entre griffes s'est présenté à la présidentielle et d'après les conabellistes lobbyistes, est le favori. Parce que les personnes qui sont restées en lice pour l'élection, c'est lui, deux pelés, trois tendus, passez-moi de l'expression, et Alain-Claude Billy-Binzé. C'est-à-dire que deux personnes que les Gabonais, on a martelé dans leur cerveau, Oligui Nguema a fait à chaque 20 heures, et un Alain-Claude Billy-Binzé qui n'est plus à présenter, que la population a dans une certaine estime. Donc, ce n'est qu'une illusion. On amène la population vers un choix qui n'est véritablement pas un choix. Donc, soit vous allez chez la personne que vous détestez, soit... Sans vouloir te couper, excuse-moi. Je veux bien croire que c'est une illusion, comme tu dis. Mais on a quand même, sur ce point-là, on a quand même vu un geste de transparence de la part du ministère de l'Intérieur. On a quand même publié ce qui n'a jamais été fait, même par le CGE, les organes qui organisent les élections, publier les motifs d'exclusion de certains candidats. Femme politique. Je vous prends un exemple. Pardon, laissez-moi aller jusqu'au bout. Moi, Yama, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de Yama, du fait qu'il ait fait preuve de négligence. Pourquoi je dis que Yama a fait preuve de négligence concernant son dossier? C'est simplement parce que, à la base, c'est un syndicaliste. Et il n'y a pas des personnes aussi fines sur les textes en matière de rigueur comme les syndicalistes. On connaît qui est la personne de Yama. Je crois qu'au moment où lui-même il a fait son dossier, en toute objectivité, je parle vraiment avec le cœur ouvert, il n'avait pas encore, lui-même, il n'avait pas une véritable conviction. Sinon, il n'aurait pas manqué de tenir compte de tous ces aspects qui pourraient emmener à un rejet de candidature. Je crois que c'est maintenant qu'il est même plus conscient que il y a une partie de la population derrière lui aujourd'hui, qu'au moment où il a décidé de se présenter. Pour revenir sur les candidatures féminines, par exemple, qui ont été rejetées, je répète encore que les critères d'éligibilité du président sont clairs.
on regarde en dehors du fait que il y a eu l'absence de la quittance de paiement. Mais pour les femmes, quand tu prends les candidatures, par exemple féminines, on s'est bien rendu compte que c'était l'absence de l'acte de mariage, par exemple. Mais encore une fois, Est-ce que la Constitution dit qu'il faut être marié? C'est mais où? même si la Constitution ne le dit pas, dans la mesure où il y a eu, et même si la Constitution ne le dit pas, parce que c'est aussi ça, Parce quand que si je me présente et que la on se Constitution présente à une élection, quand on se présente, Bernard, si je me présente et que la Constitution ne m'impose pas d'être marié, pourquoi veux-tu Effectivement. dans à ce moment, je crois que les candidats auraient pu attaquer cela, déposer une requête. Mais comment veux-tu On ne attaquer part une pas requête? déposer le dossier s'il n'y a pas de démarche entamée pour dire on n'est pas d'accord. C'est déjà ça aussi les préalables. Non, mais Nancy, de toi à moi, tu sais que Les la documents sont Constitution ne sortis. t'impose pas Vous de te constatez marier. qu'il y a des éléments qui n'ont pas été, qui ne répondent pas aux critères établis. Excusez-moi, c'est vrai qu'il y a eu vice de procédure, ok? Au niveau des candidats masculins, il était exigé que nous soyons, nous ayons épousé, ok? Nous ayons une femme gabonaise, que nous soyons aussi gabonais, d'accord? Mais malheureusement, vous qui avez écrit les textes de la Constitution là, n'avez pas pensé aux femmes. Est-ce que c'est une obligation pour une femme d'avoir Même pour un les hommes, mari? c'est pas une obligation. Hein. Voilà. C'est pas une obligation parce que c'est pas mentionné. Même pour les hommes, on dit que si tu te présentes et que tu es marié, que ta femme ou que ton Voilà. mari soit gabonais, on n'a Voilà. pas dit, il n'est pas écrit nommément que pour être président de la République, il faut être marié et avoir une femme. Mais il y a une loi, il y a un texte qui est sorti qui présente les éléments constitutifs du dossier. C'est ce que je dis, que les candidats auraient dû déposer une requête. On peut même être aussi d'accord sur ce point quand même, pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que les candidats d'abord ont manifesté cela? C'est aussi ça. Maintenant, ils sont libres de déposer des requêtes. Jean-Annie Yama a déposé une requête. Les autres aujourd'hui sont libres de déposer une requête pour se dire, dans lequel ils expliqueraient que ce n'est pas inscrit dans la Constitution. Femme politique, excuse-moi. Comme je dis, hein, moi je suis syndicaliste quelque part, sans te mentir, ok? Même lorsque tu occupes un poste à responsabilité lambda, il y a une exigence, c'est que tu sois marié quelque part. Tu comprends? En fait, c'est de facto. C'est sans réflexion. Bon. Moi, je vous pose une Maintenant, si on question. se base sur des textes, parce que les textes ont dit ci, les textes ont dit ça, d'accord. C'est vrai que juridiquement parlant, c'est un vice de procédure. Mais attention. Il y a des choses qu'on peut faire avec une certaine responsabilité en occupant certaines choses. Mais en étant célibataire, je m'excuse du terme, quand je dis célibataire, c'est parce que même si sur concubinage, c'est célibataire, tu ne peux pas occuper certaines fonctions. C'est impossible, c'est inadmissible. Et c'est même écrit, en fait, la Constitution montre même déjà qu'il faut être marié. Voilà. C'est clair là-dessus. Donc, tu peux pas venir et ne pas présenter l'acte de mariage. Ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Fabienne Essola, par exemple, qui se présentait, tout le monde sait que elle est du côté d'Alain-Claude Bilé-Bizet. Mais c'est pas la seule. Il y a beaucoup qui ont porté leur candidature, qui étaient là pour accompagner Alain-Claude Bilé-Bizet. C'était stratégique aussi pour faire passer Alain-Claude Bilé-Bizet. Faut aussi qu'on comprenne ça. Mais D'où, pour moi, ce qui semblait être des fausses candidatures. Il y en avait plein dans ce sens. Mais bon, d'accord. Ceci dit, est-ce que quand on regarde la liste des motifs qui sont donnés pour pouvoir écarter les candidats, parce que moi je parle de mise à l'écart de certains candidats, parce que je m'inscris dans cette logique-là de ce qui est fait, et c'est un plan, mais qui est huilé, très bien huilé, et qui est facilement décelable.
quand on regarde la majeure partie des motifs, sinon la moyenne des motifs, c'est au niveau de cette histoire d'acte de naissance ou de je sais pas peut-être quoi là. Donc, femme politique, vous parlez La majorité, c'est pas les actes de naissance, c'est l'absence Les actes de mariage et puis défaut de dépôt de comment ça de comment ça quittance. Ah, De quittance. voilà. Voilà, la fameuse quittance là de 30 millions là qu'on a voilà, demandé là. ok, d'accord. Voilà. Mettons ça sur mettons ça sur la table. Faisons une moyenne. Déjà, quand on parle de oui, bon, il faut venir faire des élections, machin, etc. Jean-Rémy Yama occupe quel poste? Et lui-même, il a dit, on l'a reçu sur l'un des panels là, je crois que c'était avec Princesse, où, bon, ça a été voté. Lui-même, il était parmi les gens qui devaient se prononcer, oui ou non, par rapport à ce qui est présenté comme le vœu de la population. Ah non, attention, non. Il y a eu, excuse-moi, j'ai vu récemment là où il y a aussi un autre défaut, c'est la durée de vie sur le territoire gabonais. Bon, oui, il y a de tout ça. Moi, Parce que je crois qu'il y a l'une des femmes là qui ne vit pas au Gabon. C'est 3 ans. voilà. Voilà. En fait, regardez. Lorsque vous parlez des candidatures des personnes qui ont été écartées, mais de vous à moi, quand vous prenez en toute objectivité, parlons-nous en tant que Gabonais, quand vous prenez M. Bengonti, aussi intelligent, brillant que cet homme puisse être, est-ce que vous pensez vraiment que il peut assumer de se porter candidat en vivant, il est où là, au Canada ou aux États-Unis? Au Canada. Au Canada. Au Canada, je crois. Toutes ces années, totalement déconnecté des réalités Qu'est-ce que tu gabonaises. appelles déconnecté des réalités C'est ça, gabonaises? c'est ce qui n'est pas passé. Non, parce que déconnecté des réalités gabonaises, Bernard, tu es l'exemple même que quand on est en France, quand on est à l'étranger, hein, on a la vie gabonaise qui n'est pas totalement vécue. Tu es allé sur le terrain au Gabon. Tu es allé sur le terrain. Tu as filmé de tes propres yeux et tu connais le vécu de Gabonais. Si tu es resté pendant 10 ans en France, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas avoir les mêmes représentations que lorsque tu vis que tu vis le Gabon. Je vais vous prendre un exemple. Moi-même, qui vous parle, je me bats pour les populations d'Akébé, particulièrement off Nakom. Mais je vous assure que je fais le terrain depuis quelque temps. Je ne pouvais même pas imaginer comment. Pourtant, je suis né, j'ai grandi à Québec, hein, mais n'office que derrière chez moi, je ne pouvais pas imaginer l'extrême précarité Mais femmes des politiques, populations. Maintenant, donc dans ce cas, si je prends tes arguments, mais donc dans ce cas, tous les Gabonais qui sont à l'étranger ne doivent pas voter parce que nous ne connaissons donc pas la réalité du Gabon, puisque nous sommes à l'étranger. C'est ça. C'est là où je On voulais peut en venir. exercer son droit. En fait, Non. les femmes politiques, On peut exercer son droit de vote. Femmes Sauf que politiques. j'ai Je me demande d'exercer donc mon droit de vote alors Femmes que politiques. tout en tenant compte, tout en tenant compte aussi, parce que quand on veut, non, attention, se présenter à une élection présidentielle, il faut aussi étudier la mentalité des Gabonais. femmes politiques. L'aspect sociologique et psychologique, c'est très important. Non, Au si, Gabon, on va être concret. Je m'inscris à l'intérieur de On ça. va être concret. Le père Ponba Abe Solo